À Bamako, l'avertissement a claqué, sans théâtre. Il parle d'une région déjà déplacée, de villages vidés, de marchés gardés par des soldats, d'institutions érodées et d'un engrenage né après 2011. L'effondrement libyen, les armes qui se déversent, des retraits rapides qui laissent des vides, puis des attaques plus synchronisées, une guerre de l'information en plusieurs langues et des négociations silencieuses autour de l'or, de l'uranium et d'autres minerais. Pourquoi maintenant ? Et qui définit la sécurité quand les nations sont épuisées ? Demande Ibrahim Traoré. Ce n'est pas une crise, c'est une porte et le seuil brûle. Ce qui suit ne cherche pas à prédire une apocalypse, ni à distribuer des certitudes confortables. Il s'agit plutôt de clarifier les enjeux réels derrière l'avertissement lancé à Bamako. Pourquoi ce moment précis concentre des pressions sécuritaires, informationnelles et économiques ? Et pourquoi elles semblent s'aligner plus vite que lors des cycles précédents. Le bénéfice pour le lecteur est simple, comprendre les mécanismes avant qu'ils ne deviennent invisibles. Car au Sahel, les crises ne commencent pas par des effondrements spectaculaires, mais par des glissements graduels. Autorités locales qui s'amenuisent, confiance qui se fissure, dépendance extérieure qui se reforme sous d'autres noms. L'enjeu dépasse un pays ou un dirigeant. Il touche à la capacité des sociétés ouest-africaines à définir elles-mêmes leur sécurité, leurs ressources et leurs alliances, ou à les voir redéfinies par d'autres au nom de la stabilité. C'est cette ligne de tension que ce récit va suivre. Plus de 2 millions de personnes ont déjà été déplacées par la violence dans le seul Burkina Faso. Et selon Ibrahim Traoré, ce chiffre n'est pas un pic, mais un point de départ. Pour comprendre pourquoi l'avertissement de Bamako a pris cette tonalité, il faut déplacer le regard en arrière, puis le ramener brutalement au présent. L'Afrique de l'Ouest n'est pas entrée soudainement dans l'instabilité. Elle y a été poussée par une succession d'événements qui se sont empilés sans jamais être résolus. Le premier choc majeur remonte à 2011, avec l'effondrement de la Libye. Des stocks d'armes ont circulé vers le sud, franchissant des frontières désertiques que les États n'avaient ni les moyens ni les effectifs pour contrôler durablement. Des combattants aguerris sont revenus dans la région avec une puissance de feu inédite. Ce qui n'était au départ que des attaques sporadiques se sont transformés en une décennie, en une insurrection régionale touchant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Mais le contexte ne se limite pas à la violence armée, il est aussi politique et géopolitique. Des missions étrangères se sont succédées, souvent mal coordonnées, créant une dépendance sécuritaire sans victoire décisive. À chaque retrait partiel, un vide s'est ouvert. À chaque vide, de nouveaux acteurs sont apparus avec des agendas différents. Dans le même temps, la région est devenue un espace stratégique pour des ressources clés. Or, uranium, lithium, minerais indispensables aux technologies modernes. Là où ces ressources existent, les rivalités internationales ne restent jamais longtemps silencieuses. Les groupes extrémistes, eux, ont appris à prospérer précisément dans ces interstices, là où les priorités extérieures se chevauchent sans s'aligner. C'est cette superposition, armes en circulation, missions incohérentes, ressources convoitées et fatigue sociale, qui nourrit le diagnostic avancé à Bamako. L'instabilité n'est pas accidentelle, insiste Ibrahim Traoré. Elle suit un rythme, une logique et surtout un calendrier qui interroge. À Bamako, l'atmosphère n'était pas celle d'un sommet ordinaire, pas de scène grandiose, pas de déclaration calibrée pour les caméras. À l'intérieur, la tension se lisait dans les silences, dans les regards, dans la façon dont chaque phrase semblait peser plus lourd que prévu. Ce contraste est important car il annonce la nature des effets déjà visibles sur le terrain. Dans le nord du Burkina Faso, un maire de commune rurale décrit une réalité devenue banale. Les écoles ferment plus tôt, non par décision administrative, mais par peur. Les enseignants partent, les parents hésitent à envoyer leurs enfants sur des routes devenues imprévisibles. Le poste de police local n'est plus un service public, mais une forteresse barricadée, tournée vers sa propre survie. À quelques centaines de kilomètres, un commerçant de marché raconte un autre glissement. Les échanges continuent, mais sous surveillance armée. Les prix montent, non seulement à cause de l'insécurité, mais parce que les circuits d'approvisionnement se fragmentent. Chaque barrage informel ajoute un coût, chaque détour rallonge les délais. L'économie ne s'effondre pas. Elle ralentit juste assez pour user la patience collective. Ces micro-situations illustrent ce que l'avertissement de Bamako désigne sans détour. L'instabilité ne commence pas par le chaos total.
elle commence par une normalisation de l'exception. Ce qui devait être temporaire devient structurel. Ce qui devait protéger finit par enfermer. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré apparaît moins comme un orateur que comme un messager d'un seuil déjà franchi. Quand la vie ordinaire se rétrécit, la souveraineté suit. L'activation commence avant Bamako, mais elle y devient lisible. Lorsque les États du Sahel annoncent leur retrait d'ECOWAS, le geste est interprété à l'extérieur comme une rupture brutale. À l'intérieur, il est vécu comme l'aboutissement d'une décennie d'usure. Des années de formation, de missions et de promesses n'ont pas inversé la courbe des attaques. Les villages continuent de se vider. Les routes restent dangereuses après le coucher du soleil. La décision n'est pas improvisée. Elle cristallise un sentiment ancien. La sécurité façonnée ailleurs n'a pas tenu. Le climax se joue dans la synchronisation. Les attaques gagnent en cadence et en coordination. Les récits en ligne se multiplient dans plusieurs langues, contestant la légitimité des autorités locales et présentant toute tentative d'autonomie comme une menace pour la stabilité régionale. Dans le même temps, des discussions discrètes émergent autour de sites miniers, d'accords d'urgence, de solutions proposées quand les États sont trop occupés à contenir la violence. Rien n'est spectaculaire pris isolément. Ensemble, ces signaux dessinent un motif. C'est là que le discours d'Ibrahim Traoré tranche avec les déclarations habituelles. Il ne décrit pas une crise ponctuelle, mais une mécanique. Une pression qui avance par couches, d'abord l'érosion institutionnelle, puis la fatigue sociale. Ensuite la fragmentation politique. Les extrémistes exploitent les fissures entre agendas concurrents. Les acteurs extérieurs ajustent leur position. Les structures locales, déjà fragiles, absorbent le choc sans rompre, mais au prix d'une perte de contrôle progressive. Les répliques sont immédiates. À Washington et à Paris, le mouvement est lu comme un pivot stratégique inquiétant. Les partenariats dignes de sécurité sont remis en question. Le risque d'un vide est invoqué. À Moscou et chez d'autres acteurs non occidentaux, le même événement est présenté comme une affirmation attendue de souveraineté. Au niveau régional, l'inquiétude porte sur la fragmentation de l'Afrique de l'Ouest et sur l'efficacité des sanctions comme levier politique. Chaque réaction en dit autant sur les intérêts en jeu que sur la situation sahélienne elle-même. Sur le terrain, l'effet est plus concret. Les administrations locales fonctionnent en mode dégradé. Les forces de sécurité se concentrent sur la défense des centres urbains. Les zones périphériques deviennent des espaces disputés, non seulement par des groupes armés, mais par des récits concurrents sur l'avenir de la région. La politique s'accélère. Les marges d'erreur se réduisent. Ce passage de l'activation au climax, puis aux répliques, explique le ton de Bamako. Il ne s'agissait pas d'un slogan, mais d'un avertissement sur un point de bascule. Avant, la pression était diffuse. Après Sodvéchin, elle devient structurante. La question n'est plus de savoir si la région change, mais qui en écrit les règles et à quel rythme. C'est ce seuil que décrit Ibrahim Traoré lorsqu'il parle d'une porte qui se referme. Au départ, la violence au Sahel relevait d'attaques localisées, espacées et souvent cantonnées à des zones frontalières mal contrôlées. Aujourd'hui, selon les constats évoqués à Bamako, la région concentre près de la moitié des décès liés au terrorisme dans le monde, signe d'un basculement d'échelle plus que d'une simple continuité. Ce premier indicateur ne décrit pas seulement une augmentation quantitative, il révèle un changement qualitatif. Les groupes armés ne frappent non plus de manière opportuniste, ils opèrent comme des réseaux mobiles capables de coordonner des offensives simultanées, de franchir plusieurs frontières en peu de temps et de cibler des zones auparavant épargnées. La violence s'étend comme une encre lente, profitant des interstices entre forces nationales, missions étrangères et priorités politiques concurrentes. Ce glissement transforme des poches d'insécurité en un arc régional continu. Le deuxième chiffre clé concerne les déplacements forcés. Plus de 2 millions de personnes ont été chassées de leur foyer au Burkina Faso, un niveau qui dépasse le cadre d'une crise humanitaire ponctuelle. Chaque déplacement n'est pas seulement un drame individuel. Il désorganise les économies locales, vide les territoires de leurs acteurs civils et crée des zones où l'État n'est plus présent que symboliquement. Les écoles ferment, les marchés se contractent et les réseaux communautaires, essentiels à la résilience, se fragmentent.
La pression sécuritaire devient alors auto-entretenue. Moins de population signifie moins de services, donc plus de vulnérabilité. Le troisième indicateur est moins visible, mais central dans l'argumentation d'Ibrahim Traoré. Il concerne la vitesse de propagation des crises. Là où une insurrection mettait autrefois des années à s'étendre, elle peut désormais gagner de nouveaux territoires en quelques mois, voire en quelques semaines. Cette accélération est alimentée par la guerre de l'information. Des récits coordonnés circulent en ligne, en plusieurs langues, sapant la légitimité des autorités locales, amplifiant les tensions ethniques et présentant toute tentative de souveraineté comme une menace pour la stabilité globale. La désinformation agit comme un multiplicateur de force, réduisant le temps de réaction des institutions. Pris ensemble, ces chiffres racontent une histoire cohérente. Ils montrent que la crise ne progresse pas par à-coups, mais par paliers. Chaque palier affaiblit un peu plus la capacité des États à contrôler leur territoire, à protéger leurs citoyens et à négocier leurs ressources dans un contexte équilibré. C'est cette dynamique cumulative qui alimente la métaphore de l'hiver noir. L'avertissement de Bamako ne repose donc pas sur une intuition isolée. Il s'appuie sur des tendances mesurables, même si leur cause profonde reste disputée. Pour Ibrahim Traoré, ignorer ces signaux revient à confondre une montée progressive avec une normalité acceptable. À partir de quel seuil une tendance devient-elle irréversible ? La première thèse opposée soutient que la situation actuelle relève d'un cycle sécuritaire déjà vu. Selon cette lecture, le Sahel traverse une phase de turbulence comparable à d'autres périodes, et l'intensification récente serait avant tout le produit de fragilité interne, gouvernance incomplète, armée sous-équipée, frontières piquantes poreuses. Dans ce cadre, l'accélération des attaques ne signalerait pas une stratégie coordonnée, mais l'exploitation opportuniste de failles locales persistantes. La solution privilégiée reste alors classique: renforcer l'assistance internationale, restaurer les partenariats existants et attendre qu'une stabilisation graduelle produise ses effets. La seconde thèse avance que l'instabilité est principalement auto-infligée. Les ruptures politiques, les retraits d'organisations régionales et la remise en cause des cadres de sécurité établis auraient créé un vide. Ce vide, affirment ses partisans, attire mécaniquement des acteurs armés et amplifie les récits négatifs à l'extérieur. Dans cette optique, le problème central n'est pas une pression extérieure, mais un choix politique risqué qui affaiblit la coordination régionale et isole davantage les États concernés. Ces deux arguments ont une part de cohérence. Ils rappellent que les États du Sahel portent une responsabilité réelle dans la solidité de leurs institutions et que toute reconfiguration rapide comporte des coûts. Mais ils peinent à expliquer trois éléments convergents mis en avant à Bamako. D'abord, la synchronisation. Les attaques, les campagnes informationnelles et les pressions économiques s'intensifient au même moment dans des zones distinctes, selon des schémas trop alignés pour relever du hasard. Ensuite, la direction de l'expansion. La violence progresse vers des régions riches en ressources stratégiques, précisément lorsque des renégociations de contrats ou des changements d'alliances sont évoqués. Enfin, la vitesse. La propagation actuelle est plus rapide que lors des cycles précédents, ce qui suggère des capacités logistiques, narratives et financières accrues. Ces constats ne nient pas les faiblesses internes. Ils indiquent plutôt que celles-ci sont amplifiées par un environnement géopolitique qui a changé. L'instabilité devient une monnaie d'échange. Elle coûte peu à ceux qui l'alimentent et beaucoup à ceux qui la subissent. C'est sur ce point que l'analyse d'Ibrahim Traoré s'écarte des lectures rassurantes. Il ne parle pas d'un simple retour du désordre, mais d'un usage stratégique du désordre lui-même. À Bamako, le ton a changé précisément à ce moment-là. Ibrahim Traoré n'a plus parlé d'attaque, ni même d'instabilité, mais d'un processus. Un enchaînement discret, qui ne commence pas par des explosions spectaculaires, mais par une lente reconfiguration des rapports de force. Selon lui, un hiver noir ne surgit pas d'un coup, il s'installe. Les institutions ne s'effondrent pas, elles s'érodent. Les autorités locales perdent leur capacité d'agir, non par défaite militaire, mais par saturation permanente. Ce basculement est crucial, car il redéfinit la nature du danger. Dans ce schéma,
La violence n'est plus l'objectif final. Elle devient un outil. Elle maintient les États dans un état d'urgence prolongé, suffisamment instable pour empêcher toute réforme structurelle, mais suffisamment fonctionnel pour continuer à signer, négocier et céder sous pression. La crise devient gérable pour ceux qui l'observent de loin, invivable pour ceux qui la subissent. C'est ici que l'avertissement prend une dimension nouvelle. Si cette lecture est juste, alors la question n'est plus de savoir comment sortir d'une crise, mais comment éviter qu'elle ne devienne un régime permanent, un état intermédiaire où rien ne s'améliore vraiment, mais où tout peut empirer. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. Un hiver noir n'est pas une fatalité météorologique. C'est une construction politique et stratégique rendue possible par l'accumulation de renoncements. Ce moment marque le centre du récit. Avant, l'instabilité semblait subir les événements, après, elle commence à les organiser. Et c'est cette inversion silencieuse qui change tout. Pour l'État, la première conséquence d'un hiver noir prolongé est une paralysie fonctionnelle. Les institutions continuent d'exister, mais elles opèrent sous contrainte permanente. Les administrations locales passent plus de temps à gérer l'urgence qu'à planifier. Les forces de sécurité se concentrent sur la défense des centres stratégiques, laissant des périphéries entières dans une zone grise. La souveraineté devient partielle, fragmentée par territoire et par priorité. Dans ce contexte, chaque décision est prise sous pression, ce qui affaiblit la capacité de négocier à long terme, notamment sur les ressources et les partenariats. Pour les entreprises locales, l'impact est immédiat, mais souvent invisible de l'extérieur. Les chaînes d'approvisionnement se disloquent. Les coûts augmentent à cause des détours, des contrôles informels et de l'insécurité chronique. Investir devient un pari risqué, même dans des secteurs essentiels comme l'agriculture ou le transport. Les acteurs économiques qui restent sont contraints d'opérer à court terme, sacrifiant l'innovation et l'expansion. Ce ralentissement progressif ne fait pas la une, mais il érode la base productive dont dépend toute stabilisation durable. Pour les citoyens, les effets sont plus profonds encore. La vie quotidienne se rétrécit. Les écoles ferment plus tôt, les marchés fonctionnent sous surveillance, les déplacements se limitent aux heures jugées sûres, plus de 2 millions de déplacés au Burkina Faso illustrent déjà cette réalité. Chaque famille contrainte de partir perd plus qu'un toit. Elle perd des repères, des réseaux de solidarité et une part de son avenir. À mesure que ces déplacements s'accumulent, le retour devient de moins en moins probable et les territoires abandonnés changent de main sans contrôle effectif. Au niveau régional, l'instabilité sahélienne agit comme un multiplicateur de risques. Les flux migratoires augmentent, les routes commerciales se déplacent ou se ferment. Les tensions politiques entre États s'accentuent, notamment lorsque des sanctions ou des ruptures institutionnelles sont utilisées comme outils de pression. La région entière se retrouve définie par le prisme de la crise, ce qui justifie des interventions extérieures qui auraient été contestées en temps normal. Le label de instabilité devient une autorisation implicite. C'est ici que l'analyse d'Ibrahim Traoré trouve son point d'appui le plus concret. Si l'hiver noir s'installe, ses bénéfices ne sont pas partagés. Les pertes sont locales, cumulatives et humaines. Les gains, eux, sont distants, stratégiques et rarement visibles. Cette asymétrie explique pourquoi la crise peut durer sans jamais être réellement résolue. La question n'est donc plus seulement ce qui arrive au Sahel, mais qui s'adapte le mieux à sa fragilisation prolongée. Le scénario de base prolonge la trajectoire actuelle. La violence reste diffuse, mais persistante. Les États maintiennent un fonctionnement minimal, suffisant pour éviter l'effondrement, insuffisant pour enclencher une transformation structurelle. Les alliances sont renégociées au coup par coup. Les partenaires extérieurs ajustent leur présence sans clarifier leurs objectifs. Dans ce cadre, la crise devient un bruit de fond. Elle use les sociétés sans provoquer de rupture nette et fige la région dans un entre-deux durable. Le scénario optimiste repose sur une coordination effective entre les États du Sahel. Les mécanismes de partage du renseignement s'améliorent. Les patrouilles conjointes réduisent certains espaces de circulation armée. Une parole économique commune commence à émerger, notamment sur les ressources stratégiques, limitant la capacité des acteurs extérieurs à jouer sur les divisions. Ce scénario n'élimine pas la violence, mais il ralentit sa propagation
et redonne du temps politique. Le risque principal reste la fatigue. Maintenir l'unité exige une discipline institutionnelle constante. Le scénario le plus sombre s'active si la pression s'intensifie simultanément sur plusieurs fronts. Attaques plus coordonnées, campagnes de désinformation plus agressives, sanctions ou isolement diplomatique mal calibré. Les États réagissent en mode défensif, les décisions deviennent réactives, les concessions économiques se multiplient sous couvert d'urgence. La fragmentation sociale s'accélère, y compris au sein des diasporas. Dans ce contexte, le hiver noir cesse d'être une métaphore pour devenir un régime durable d'instabilité gérée. Ces scénarios ne sont pas des prédictions fermées. Ils décrivent des trajectoires conditionnelles. Si l'unité régionale se consolide, la marge de manœuvre s'élargit. Si elle se fissure, la pression extérieure trouve des points d'entrée. La clé n'est donc pas de choisir un camp, mais de comprendre les conditions qui rendent chaque trajectoire plus probable. La question centrale devient alors cognitive autant que politique. Comment penser à long terme quand l'urgence dicte chaque décision à court terme ? Pour le lecteur, ces dynamiques peuvent vous sembler lointaines, pourtant leurs effets débordent déjà des cartes sécuritaires. Les chaînes d'approvisionnement mondiales ressentent les perturbations, les marchés des minerais stratégiques deviennent plus volatiles. Les routes migratoires se déplacent, créant des tensions politiques bien au-delà du Sahel. Même à distance, l'instabilité prolongée finit par toucher des décisions quotidiennes, des prix, des débats publics, des perceptions. À l'échelle individuelle, le premier impact est informationnel. La saturation de récits contradictoires brouille la compréhension. Des images circulent sans contexte. Des slogans remplacent l'analyse. Le risque n'est pas seulement de se tromper, mais de se désengager par fatigue. Or, l'indifférence est un accélérateur silencieux des crises longues. Elle réduit l'espace pour des solutions nuancées et laisse le champ libre aux lectures simplificatrices. Un deuxième impact concerne la responsabilité civique. Comprendre les mécanismes décrits à Bamako permet de distinguer une crise ponctuelle d'un processus. Cela change la manière de lire les annonces diplomatiques, les sanctions ou les nouvelles alliances. Plutôt que de juger des acteurs isolés, il devient possible d'évaluer des enchaînements. Qui gagne du temps, qui en perd et à quel coût d'humain. Il existe aussi des gestes modestes mais utiles. Privilégier des sources diversifiées. Résister au partage de contenus non vérifiés, surtout lorsqu'ils attisent des clivages identitaires. Soutenir des analyses qui expliquent plutôt qu'elles n'indignent. Ces actions n'arrêtent pas une crise, mais elles freinent sa déformation dans l'espace public. Enfin, il y a une dimension éthique. Les sociétés confrontées à une instabilité prolongée ne demandent pas une compassion abstraite. Elles demandent d'être comprises dans leur complexité. Reconnaître cette complexité est déjà une forme de solidarité intellectuelle. Elle maintient ouverte la possibilité d'un débat adulte, là où la polarisation ferme toute issue. La question pour le lecteur n'est donc pas que faire à la place des autres, mais comment ne pas simplifier ce qui est structurellement complexe. La feuille de route esquissée à Bamako ne promet pas de solution rapide, elle décrit une séquence. Première étape, sécuritaire et immédiate. Les États du Sahel doivent encore coordonner le renseignement et les patrouilles conjointes non comme un symbole politique, mais comme une capacité opérationnelle mesurable. Dans les faits, les forces nationales portent cette étape, en continu, avec des revues mensuelles, et l'on peut en suivre l'avancée par réduction des zones de circulation armée et du temps de réponse aux attaques. Deuxième étape, institutionnelle. Il s'agit de renforcer l'autorité locale là où elle s'est érodée. Réouverture progressive des écoles, réinstallation des services civils, protection des agents publics. Dans les faits, ce sont les administrations nationales, avec un appui régional, qui portent cette étape. À ce moment-là, par phase territoriale. On peut le suivre par continuité des services et présence effective de l'État hors des centres urbains. Troisième étape, économique et stratégique. Parler d'une seule voix sur les ressources, harmoniser les positions de négociation, éviter les accords d'urgence fragmentés. Dans les faits, les ministères économiques et les cadres régionaux portent cette étape. À ce moment-là, à moyen terme, avant toute renégociation majeure. On peut le suivre par conditions contractuelles plus cohérentes et transparence accrue. Quatrième étape, informationnelle.
contrer la désinformation par des récits factuels, multilingues, ancrés localement. Dans les faits, les institutions, les médias et la société civile portent cette étape. À ce moment-là, en parallèle des actions sécuritaires. On peut le suivre par baisse de la viralité des contenus manipulateurs et confiance publique mesurée. Ibrahim Traoré insiste sur un point. Ces étapes échouent si elles sont isolées. Leur force vient de leur enchaînement. Si l'une manque, l'ensemble vacille. La souveraineté n'est pas un slogan, mais une discipline collective, évaluée dans le temps. À la fin de son intervention, la salle de Bamako est restée silencieuse. Ce silence faisait écho aux scènes décrites plus tôt. École fermée plus tôt que prévu, marché surveillé, routes évitées après le crépuscule. Le motif revient ici, non comme une image isolée, mais comme une trame continue. Ce sont ces détails ordinaires qui donnent un poids réel au concept abstrait de souveraineté et de sécurité. Ibrahim Traoré n'a pas cherché à conclure par une promesse héroïque. Il a ramené le débat à une idée simple. L'histoire du Sahel est déjà en train de s'écrire, souvent sans que ses habitants aient le temps de la commenter. Chaque renoncement discret, chaque décision prise sous pression, chaque accord signé dans l'urgence ajoute une ligne à ce récit. Et inversement, chaque acte de coordination, chaque service public maintenu, chaque voie économique alignée en efface une autre. Le rappel est volontairement sobre. Un hiver noir n'est pas une prophétie, mais une trajectoire possible. Il ne s'impose pas par surprise, il avance par normalisation lorsque l'exception devient habitude et que la fatigue remplace la vigilance. C'est là que le choix devient collectif. Non pas entre paix et guerre, mais entre lucidité et résignation. La phrase qui s'impose n'est ni spectaculaire ni rassurante. Elle est fonctionnelle, l'unité retarde l'hiver. Tout le reste en découle. Ce récit ne demande pas une adhésion automatique ni un rejet réflexe. Il invite à une lecture attentive d'un moment charnière. Le Sahel n'est pas seulement un espace de crises successives. Il devient un miroir des choix contemporains en matière de souveraineté, de sécurité et de dépendance. La manière dont cette région est comprise aujourd'hui influencera la façon dont ces décisions seront jugées demain. Pour les observateurs extérieurs, l'enjeu est symbolique autant que politique. Reconnaître la complexité de la situation sahélienne, c'est accepter que les trajectoires ne suivent pas toujours les modèles attendus. C'est aussi admettre que la stabilité imposée peut produire l'effet inverse de celui recherché. Le débat ne porte donc pas uniquement sur les dirigeants ou les alliances, mais sur la capacité collective à écouter des avertissements sans les réduire à des slogans. La question laissée en suspens est volontairement ouverte. Si un hiver noir est une construction progressive, qui a la responsabilité de l'interrompre ? Ceux qui vivent la pression au quotidien ou ceux qui bénéficient de sa prolongation à distance ? Et surtout, comment reconnaître le moment où l'exception cesse d'être tolérable ?